écoutez, ce soir c'était service minimum pour le Paris Saint-Germain. Pour le compte de la 24e journée, le Paris Saint-Germain se déplaçait au stade Océane pour y affronter le Havre. Dans un match que le Paris Saint-Germain devait impérativement gagner, au vu que le Racing Club de Lens a été tenu en échec de façon très scandaleuse hier face à Strasbourg, puisque les Strasbourgeois auraient dû bénéficier d'un penalty qui n'aura pas été donné par les arbitres. Et sur le match, on peut constater qu'Achraf Hakimi n'était absolument pas hors jeu au moment du deuxième but parisien, et que donc le but de Draw a dû être validé. Pour l'ouverture du score, on peut toujours compter sur Lee Kang-in et ses passes décisives. Le Coréen trouvera Bradley Barcola dans la surface de réparation qui inscrira son second but de la tête de suite. Derrière, le Paris Saint-Germain déroulera son jeu et y aura énormément d'occasions. J'ai l'impression que tous les joueurs de champ, hormis les deux centraux, ont eu au moins une occasion ce soir. Mais tous et tour à tour, ils vont tomber soit sur Murillo, soit feront de très mauvais choix au moment de leur frappe. Désiré Doué, entrer en jeu, ratera également un penalty, le 7e penalty manqué du Paris Saint-Germain cette saison. Et en plus, le Paris Saint-Germain jouera à se faire peur, puisque même si les Havrais n'étaient globalement pas dangereux dans l'ensemble, ils auront quand même des occasions, obligeant donc le gardien russe à faire un excellent match. En tout cas, au classement, le Paris Saint-Germain commence à s'échapper en prenant 4 points d'avance sur le Racing Club de Lens, 12 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui jouera demain face à l'Olympique de Marseille, 17 points d'avance sur l'OM, dont je vous en parlais il y a 3 semaines. Rappelez-vous, je vous avais dit, il y a un monde où cette équipe de Rennes passe devant l'OM, et vu les dynamiques des deux équipes, encore une fois, il existe un monde où le Stade Rennais sort l'Olympique de Marseille des équipes qualifiables pour la Ligue des Champions. J'ai été très critique envers Dro Fernandez et sa capacité physique à pouvoir enchaîner des matchs de Ligue 1, notamment face à des milieux de terrain, des équipes de bas de tableau du type FC Metz ou justement le Havre qu'on a affronté ce soir. Eh bien, si face à Metz, Dro Fernandez le dira lui-même, il aura été surpris par l'intensité et par l'impact des joueurs que l'on peut trouver en Ligue 1, j'avais expliqué qu'il faut qu'il s'habitue parce que des milieux de terrain comme ça, c'est la norme en Ligue 1. Il n'y a pas de milieu de terrain technique comme en Espagne. La plupart des milieux de terrain en France, ce sont des joueurs qui sont avant tout forts physiquement, avant d'être forts techniquement au niveau de leur intelligence de jeu. Et bien ce soir face au Havre, où il a trouvé globalement le même type de profil face à lui, il aura été très intelligent dans la façon dont il s'est sorti du marquage. Toujours en avance par rapport au milieu de terrain du Havre, il se sera énormément positionné dans les demi-espaces. Il aura été le monsieur plus ce soir de quasiment toutes les offensives du Paris Saint-Germain. Il aurait même pu et dû être récompensé d'un but qui lui sera injustement enlevé par l'arbitre qui sifflera un hors-jeu d'Achraf Hakimi au départ de l'action alors que le Marocain n'était absolument pas hors jeu. Autre joueur que j'avais beaucoup critiqué également, Bradley Barcola, sur son implication en match. Et bien ce soir, sans Désiré Doué, sans Ousmane Dembélé et avec Kvaratskhelia encore en dedans, il aura été le leader de l'attaque du Paris Saint-Germain et sera à l'origine des occasions du Paris Saint-Germain. Buteur, il aurait pu également être triple passeur si ses coéquipiers n'avaient pas fait de la merde. On constate également que la montée en puissance physique de certains joueurs est complètement en train de se faire, comme par exemple Zabarni. Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain et jusqu'au mois de janvier, on le trouvait extrêmement léger dans les duels. Eh bien, l'Ukrainien est en train de prendre le dessus sur les attaquants de Ligue 1, gagnant la plupart de ses duels en imposant son imposant physique qu'on n'arrivait pas à comprendre comment il n'arrivait pas à jouer avec. Désormais qu'il ne se fait plus bouger par les attaquants de Ligue 1, on peut apprécier ses qualités techniques ainsi que ses qualités défensives. Et à l'heure où justement Marquinhos est en train de se faire cibler par les attaquants adverses, tant justement sur les duels physiques que sur sa mobilité, une montée en puissance de Zabarni qui est justement fort dans ces deux domaines fait absolument tout sauf du mal dans la défense du Paris Saint-Germain. Fab s'apprête à révolutionner le football encore une fois, et ce, avec de toutes nouvelles règles qui seront discutées pendant la journée du samedi et du dimanche. En effet, l'UEFA et la FIFA vont s'asseoir autour d'une table ce week-end et vont discuter de plusieurs règles qui devraient être adoptées afin de lutter contre les comportements antisportifs dans le football. La première des règles sera les dégagements au pied et les remises en jeu aux gardiens qui devront être effectués dans un délai strict de 8 secondes. En gros, quand le gardien aura le ballon dans les mains, il aura donc 8 secondes pour dégager la balle. En cas de dépassement, l'équipe adverse obtiendra un corner pour un dégagement tardif ou une remise en jeu inversée. Tout joueur qui sera blessé et sur le sol et qui nécessitera plus de 8 secondes de soins devra quitter automatiquement le terrain pendant 60 secondes. Une exception est prévue si la faute commise par l'adversaire entraîne un carton jaune ou un carton rouge afin d'éviter de pénaliser les victimes réelles. Il sera toutefois impossible d'appliquer cette exécution temporaire à un gardien de but pour des raisons évidentes. Mais donc si un joueur se plaint d'avoir reçu un coup et que dans les 8 secondes qui suivent il n'est pas debout, il va donc devoir quitter le terrain pendant 1 minute et ne pourra pas revenir en jeu pendant ce laps de temps. Ce qui veut donc dire que si un joueur simulera après un contact pour essayer de gagner du temps, eh bien il laissera en infériorité numérique ses coéquipiers
pendant 1 minute. Lors d'un changement, les remplacements seront limités à 10 secondes à partir de l'affichage des numéros par le 4e arbitre. Si les 10 secondes sont dépassées, l'équipe évoluera à 10 jusqu'au prochain arrêt de jeu. Si un joueur, pour gagner du temps, décide de faire tout le terrain pour sortir au rond central alors qu'il aurait pu passer sur les côtés, l'arbitre n'aura plus l'obligation de lui indiquer par où sortir, mais s'il prend plus de 10 secondes pour sortir, eh bien le remplacement ne sera pas effectué. Son équipe devra donc attendre le prochain arrêt de jeu qui peut intervenir à tout moment, d'ici 10 secondes ou peut-être pendant 3 ou 4 minutes après que le changement a été annulé. Comme si finalement c'était à ce moment que le coach avait décidé de faire le changement. Il faudra donc faire très attention lorsqu'un joueur voudra gagner du temps parce qu'il pourra complètement mettre son équipe dans la merde. Quant à la VAR, elle pourra enfin intervenir sur les corners mal accordés menant à un but. Combien de fois dans mes débriefs je vous ai expliqué que j'étais frustré parce que le PSG prenait des buts sur des corners dont il n'y avait même pas au départ. Il devait y avoir remise en jeu pour le PSG. Et bien désormais, si une équipe se prend un but sur un corner qu'il n'aurait pas dû y avoir, le but pourra être annulé. Et jusqu'à maintenant, les arbitres ne pouvaient pas revenir à la VAR s'ils mettaient un second carton jaune à un joueur synonyme de carton rouge. Et ben ce sera désormais chose possible. Les décisions qui seront prises entreront en vigueur dès le 1er juin et seront disponibles avant le début de la Coupe du Monde. Quant à la loi Wenger, elle fait encore débat et elle devrait être discutée ce week-end afin de la peaufiner et de la rendre encore meilleure. Il y a un bout qui m'a dit, mais Kyono, comment tu peux aimer Vinicius Junior à ce point alors qu'il est aux antipodes totales de ce que t'as demandé pour le Paris Saint-Germain? Oui, c'est vrai, mais Vinicius Junior n'est pas un joueur du PSG. Pour le Paris Saint-Germain, effectivement, il y a des archétypes de joueurs dont je ne veux plus jamais voir ces joueurs porter le maillot du club. Parce qu'au Paris Saint-Germain, malheureusement, on ne sait pas gérer ce type de joueurs, parce que ce type de joueurs à Paris deviennent complètement fous, et je n'ai pas envie de nous créer des problèmes extrasportifs, alors que nous sommes enfin redevenus un club de football qui se base sur le sportif et non sur le reste. Mais pour tout ce qui est en dehors du Paris Saint-Germain, mais là, j'ai pas du tout le même avis. Oui, Vinicius Junior, c'est un joueur provocateur. Et alors? Ça fait partie de sa personnalité. C'est une façon pour lui de rendre les défenseurs complètement fous et aussi de leur faire perdre leur concentration. C'est une technique comme une autre pour prendre l'ascendant psychologique sur eux. Et moi, j'adore ça. L'un de mes joueurs de basket préférés, c'était Kevin Garnett. Si vous saviez à quel point Kevin Garnett était un malade mental et la façon dont il insultait ses adversaires sur le terrain, tous les mecs qui sont passés par la NBA à cette époque vous le diront, j'ai préféré être son coéquipier que son adversaire parce que quand t'es son adversaire, en fait, c'est juste un fils de pute. Des mecs comme ça, il en faut. Des joueurs qui ont une personnalité complètement différente de l'effet un peu joueur lisse qu'on a en ce moment dans le football. Moi, personnellement, j'ai toujours adoré. En plus, les gars, je vous rappelle que moi, je viens d'une époque où le Cholo Simeone, là, que vous adorez tous en tant que coach, parce qu'il fait des trucs de fou sur le banc, eh ben, à l'époque, il faisait ça sur le terrain, parce qu'il était joueur. Quand je vous dis que j'ai toujours kiffé Luis Enrique, ce n'est pas pour rien. La première image que certains ont de lui, c'est entraîneur du Barça. Les autres, évidemment, en tant que sélectionneur de l'Espagne ou entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais moi, chaque fois que je pense à Luis Enrique, la première image qui me vient en tête, c'est lui, crâne chauve, en train de chercher la bagarre sur le terrain. J'ai toujours aimé les joueurs avec énormément de personnalité et qui sont des fouteurs de merde sur le terrain, qui se marrent à chaque fois qu'ils y arrivent. Au PSG, malheureusement, on ne peut plus avoir ce type de joueur parce qu'encore une fois, ces mecs-là deviennent assez fous quand ils signent au club. Mais hors PSG, c'est limite mes joueurs préférés. Donc en réalité, le fait que j'apprécie énormément Vinicius, c'est extrêmement cohérent. C'est une dinguerie, tu viens de perdre, tu dis ça. C'est une dinguerie de perdre et tu dis ça. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? C'est-à-dire que là, t'as un mec, certes formé au PSG. Moridio, il est formé au PSG. Oui, voilà, il est formé au PSG. Mais d'où tu perds 1-0 et tu te dis, bah vas-y, à la fin du match, je vais dire que je supporte le PSG. Les supporters, ils sont en pétard, les supporters, ils sont dégoûtés. Surtout que c'est un match où tu pouvais... Il y avait l'opportunité de ramener quelque chose. Il y avait l'opportunité de prendre un point contre le PSG ce soir. Et toi, après le match, tu dis, je suis supporter du PSG, je l'ai vu tirer contre Liverpool. Oui, t'as arrêté le penalty, oui, t'as fait un gros match, même un match de fou, on peut le dire, mais tu perds. Tu perds, tu peux pas venir dire en conférence, oui, je supporte le PSG, c'est impossible. C'est impossible dans un monde normal d'arriver en conférence, enfin d'arriver en interview et de dire, je supporte le PSG. Tu peux le dire après, quand t'es avec tes potes dehors, je sais pas quoi, pas en interview d'après-match. Surtout que c'est pas un enfant de 8 ans, c'est pas un mec de 25 ans, non, 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 il a 32 ans. 32 ans, tu sais ce que tu dis. Comment tu peux dire, je supporte le PSG? Moi là, je suis supporter du Havre, je pète les plombs. Équipage, on va surtout retenir l'essentiel de la soirée. Le Paris Saint-Germain prend 4 points d'avance sur le RC Lens. Et ça, c'est très très bien, les gars. C'est très très bien pour la suite de la saison. Et si on regarde le classement, regardez ça. Le Paris Saint-Germain est premier. Et pas premier avec 1 ou 2 points d'avance. Le Paris Saint-Germain est premier avec 4 points d'avance. Regardez ça. Le RC Lens a 53 points. Et le Paris Saint-Germain a maintenant 57 points. Et ça, c'est très très bien. Comme on peut le constater, le Paris Saint-Germain a creusé l'écart.
Le Paris Saint-Germain prend de l'avance. C'est une très bonne chose. Mais attention les gars, attention. Ça veut pas dire qu'on a 4 points d'avance, que ça y est, c'est plié, que c'est terminé. Non les gars, restez vigilants. Et ça, jusqu'à la fin de la saison. Parce que 4 points d'avance, c'est bien. Mais c'est pas énorme. Je peux vous le dire, le RC Lens a encore des cartes à jouer. Ils ont encore des cartes à jouer. Donc là, nous, le Paris Saint-Germain, faut qu'on continue d'enchaîner les victoires. D'enchaîner les victoires pour prendre le maximum de points et creuser un plus grand écart, les gars. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. En tout cas, c'est déjà très très positif pour nous, le Paris Saint-Germain, puisqu'on est leader du championnat avec 4 points d'avance. On est ensemble. IC Paris et Parisien ont rien. Là, niveau pénalty au Paris Saint-Germain, ça devient très très compliqué. Ça devient même hyper compliqué. 3 pénaltys consécutifs manqués par le Paris Saint-Germain. 3 pénaltys consécutifs. C'est énorme. Pour rappel, Ousmane Dembélé face à Newcastle, Vitinha face à l'AS Monaco, et ce soir, Désiré Doué face au Havre. En plus, avec 3 tireurs différents, les gars. Donc, on n'a même pas l'excuse de dire que c'est qu'un tireur qui rate, les gars. Donc oui, va falloir rectifier ça immédiatement. Parce que les pénaltys, c'est très très important dans le football. Un pénalty, c'est prestigieux. Pénalty, c'est l'occasion de prendre un but d'avance, d'avoir un but de plus. Et comment on peut rater ça à chaque fois, les gars? Comment on peut rater ça consécutivement? C'est affreux, les gars, c'est affreux. C'est dur de voir ça. C'est très très dur en tant que supporter parisien de voir que son équipe, elle rate autant de pénaltys. C'est pour ça que les gars, je vais continuer à le répéter. On a un gars qui s'appelle Nuno Mendes au Paris Saint-Germain. Et c'est lui qui doit prendre cette responsabilité. Lui qui doit tirer les pénaltys au Paris Saint-Germain. Parce que quand il tire un pénalty, on l'a bien vu les gars, plusieurs reprises. Il dégage une confiance, une sérénité qui est exceptionnelle. Et pour moi, c'est lui qui donne le plus de confiance dans cet exercice au Paris Saint-Germain. Donc oui, ce mec-là doit tirer les pénaltys au Paris Saint-Germain. Et vous verrez que ce problème serait très très vite réglé. On n'aurait plus de problème de pénalty. Ce pénalty, une nouvelle fois manqué ce soir les gars, ça fait trop. Ça fait trop. À la fin du match entre le Paris Saint-Germain et le Havre, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Petite victoire les gars, l'essentiel est fait. Il y a une chose qui commence à être sérieusement préoccupante au Paris Saint-Germain. Les stats du match, 18 tirs, 8 tirs cadrés, que un but marqué les gars. Il n'y a pas un truc qui cloche. Il n'y a pas un truc qui est dérangeant les gars. Non mais sérieux, à moins de 2 semaines d'affronter Chelsea en Ligue des Champions, ça met pas en confiance ça. Ça ne met pas en confiance. Donc oui dans le jeu les gars, je suis content de l'équipe. On crée du beau jeu, on est le Paris Saint-Germain, ça joue au ballon. Mais devant les cages, il y a un sérieux problème. Problème qu'il va falloir régler très très rapidement. Parce que malheureusement, sinon ça va pas le faire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que quand je vois cette stat 18 tirs, 8 tirs, et qu'un but marqué, et encore un penalty manqué, non les gars, ça c'est trop. Ça c'est trop les gars, c'est trop. Vraiment un match comme celui-ci, on a énormément d'opportunités. Comme je dis, 18 tirs les gars. On doit mettre minimum 4 buts, 5 buts. Mais on arrête qu'en mettre un. Donc oui, il y a un souci d'efficacité. Il est immense les gars. Il est immense. Ce n'est pas bon pour la suite de la saison. Ce n'est pas du tout bon. En tout cas, j'espère sincèrement que nos joueurs vont vraiment rectifier ça. Parce que c'est vraiment important pour la suite de la saison. On est ensemble. IC Paris et Parisien ont rien. Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique le problème du PSG. Vous savez ce que c'est? Non, parce qu'après le match contre Monaco, moi j'ai entendu tout et n'importe quoi. Il y a des supporters du PSG qui pensaient que le PSG avait fait exprès d'être dans la gestion contre Monaco. Le PSG avait prévu de perdre 1-0. C'était calculé, c'était maîtrisé. Mais moi, quand je vois la réaction de Luis Enrique après le match contre le Havre, je me dis qu'il y a un problème. Non, parce que là, Luis Enrique, il nous dit clairement que ses joueurs manquent de confiance. C'est écrit noir sur blanc, je veux que mes joueurs retrouvent la confiance. Le résultat ne reflète pas la victoire, on doit être plus précis devant le but. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le PSG a trop croqué. Beaucoup trop. 3,88 de XG pour un seul but. Encore un pénalty raté. Sur 10 pénaltys tirés, je crois qu'il y a eu 10 tireurs différents. Il y en a eu 5 qui ont été ratés. Heureusement pour les Parisiens que Barcola fait le taf en Ligue 1, comme d'hab, alors que ça lui chie dessus à chaque fois. Mais bon, les problèmes restent toujours les mêmes, ce manque de réalisme. Et franchement, les Parisiens, c'est un Barcelonais objectif qui va vous le dire. Même si vous êtes la meilleure équipe d'Europe sur le papier et celle qui a le plus de chances d'aller au bout en Ligue des Champions, parce qu'on va pas se mentir, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce que je pense. Bah, si vous continuez à jouer avec cette nonchalance, mais vous allez vous faire surprendre, c'est sûr. Selon Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain va effectuer un énorme mercato cet été. Le but va être simple, ramener des joueurs de très haut niveau au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire des joueurs qui auront la capacité de concurrencer les titulaires, puisque malheureusement, le constat est clair aujourd'hui, il y a une équipe de titulaires et une équipe de remplaçants. Et l'objectif de Luis Enrique a toujours été clair, avoir entre 18 et 20 joueurs de même niveau, donc capables de s'interchanger à n'importe quel moment de la saison. Et malheureusement, lorsque les remplaçants sont titulaires ou bien lorsqu'ils rentrent en match, ils ne font pas de différence comme
comme il le faisait la saison dernière. Hormis Lee Kangin et Bradley Barcola qui ne sont pas forcément titulaires, il y a un gap de niveau beaucoup trop important entre ceux qui jouent le plus de matchs et ceux qui jouent beaucoup moins, ce qui fait que la rotation ne peut pas s'effectuer correctement, puisque le niveau du PSG baisse drastiquement lorsqu'il manque un ou deux joueurs, comme en ce moment par exemple au milieu de terrain avec l'absence de Fabien Ruiz, absent depuis un mois et qui devrait se prolonger encore 2 semaines. Que dire également de l'absence d'Ousmane Dembélé, qui est véritablement le leader d'attaque du Paris Saint-Germain, tant sur le plan athlétique et mental avec son pressing incessant sur les défenses et sur les gardiens, mais également statistiquement, puisqu'en n'ayant quasiment pas joué de la saison, Ousmane Dembélé est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, mais également l'un des meilleurs passeurs. Et donc pour les recrues, on parle beaucoup de Julian Alvarez qui aurait fait d'une priorité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Personnellement, moi je trouve que ce qui nous manque surtout, c'est un milieu de terrain avec un énorme impact. Vous connaissez mon cheval de bataille, il s'appelle Manu Koné, ça fait 3 ans que j'en parle et il serait largement temps qu'il soit enfin un joueur du PSG. Pareil, si on devait recruter un attaquant, je reste sur mon option numéro 1, elle s'appelle Michael Olise. C'est un ailier qui peut jouer numéro 10, mais surtout c'est un ailier créateur qui voit ce que les autres ne voient pas et qui est capable de distiller des ballons exceptionnels à ses coéquipiers. Bref, reste à voir quelles seront les cibles du Paris Saint-Germain pour cet été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette équipe a besoin de concurrence. Il y a des joueurs qui commencent à s'embourgeoiser au Paris Saint-Germain et ce n'est jamais bon quand ça arrive. Et puis surtout, de toutes les façons, c'était le plan dès le départ. Le PSG l'avait annoncé, chaque année, des joueurs devaient arriver au club, que ce soit des joueurs confirmés ou des jeunes joueurs en devenir. Les jeunes joueurs, on les a tous vus arriver, mais les joueurs pour faire step le niveau de l'équipe, on les a jamais vus. Donc il serait largement temps d'activer cette option. Le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va donc avoir le Real Madrid qui va réaffronter Manchester City dans ce qui est désormais un classique de la Ligue des Champions, puisqu'avec la future double confrontation, les deux équipes se seront affrontées 17 fois dans leur histoire. Quand on sait que Manchester City n'a vraiment découvert la Ligue des Champions il y a encore que quelques années, c'est dire à quel point l'UEFA nous a réellement servi ce match à toutes les sauces. Les héroïques norvégiens de Bodø Glimt vont jouer contre le Sporting qui s'est qualifié dans le top 8 pour rappel, alors que pour arriver ici, Bodø Glimt a éliminé le dernier finaliste de la Ligue des Champions, qui donc montre que cette double confrontation n'est pas si déséquilibrée que vous le pensez. Le Paris Saint-Germain a tiré Chelsea pour un remake de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea nous devait une revanche et en plus Sanchez avait bien ouvert sa bouche, donc cette double confrontation on l'attendait, on l'a eu. Chelsea c'est très fort surtout physiquement et c'est capable d'avoir de véritables fulgurances. Quand on sait que cette saison le point faible du PSG c'est le milieu de terrain et la défense, eh bien ça veut dire qu'on va énormément souffrir dans cette double confrontation, sachant que pour le match aller on aura quoi qu'il arrive pas Fabien Ruiz. Ce sera à nous de montrer qui est le champion d'Europe. Si vous êtes fan de Newcastle, eh bien malheureusement je ne parlerai pas de votre double confrontation. Liverpool a tiré Galatasaray, ce qui devrait donner 2 matchs extrêmement bouillants dans les 2 stades où le match va se jouer. Atlético Madrid a pris Tottenham, l'équipe a 2 visages puisqu'ils sont complètement largués en première ligue et ils ont réussi à se qualifier dans le top 8 en Ligue des Champions, ce qui veut donc dire que l'Atlético Madrid devra se méfier. Héroïque face au Borussia Dortmund, l'Atalanta Bergame n'est malheureusement pas verni au tirage puisqu'ils ont pris le Bayern Munich. C'est véritablement le favori ultime pour cette Ligue des Champions. Et enfin Arsenal a tiré le Bayer Leverkusen. Si les Gunners ont démarré la saison très fort, ils sont un peu en train de marquer le pas en ce moment, même s'ils ont remporté leurs 8 matchs de Ligue des Champions. En fonction de ce qui va se passer bientôt en Première Ligue, Arsenal pourrait prioriser le championnat pour au moins être sûr de gagner un titre cette saison. Et donc reste à voir si leur forme récente en championnat va avoir un impact ou non sur la Ligue des Champions. Attention au Bayer Leverkusen, qui a une pente plutôt ascendante par rapport à leur début de saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va se régaler sur ces 8e de finale de Ligue des Champions.